Les fourmis sont réputées pour leur incroyable capacité à coopérer pour accomplir des tâches qui semblent impossibles. Je me suis donc demandé ce qui se passerait si j'exposais ma colonie de 1000 fourmis à des catastrophes naturelles. Seraient-elles réellement capables de les surmonter et d'y survivre en travaillant ensemble? C'est exactement pour ça que j'ai rassemblé 1000 fourmis et j'ai prévu les 5 catastrophes naturelles les plus impressionnantes en commençant par la plus emblématique, un tremblement de terre. Et ouais les fourmis, je suis allé acheter une plateforme de simulation de tremblement de terre qui, si j'appuie sur ce bouton ou autre, se met à trembler très fort, reproduisant un vrai tremblement de terre. Wow, mince! Mais ce que je vais en fait mettre ici, c'est cette fourmilière en 2D que je vais bien sûr remplir avec les 1000 fourmis. En gros, ces fourmis vont creuser des tunnels dans le long de la vitre, comme dans ma dernière vidéo sur les fourmis, mais tout au long de ce processus, la machine à tremblement de terre se déclenchera légèrement pour faire s'effondrer doucement les tunnels. Comme ça, je pourrai vous montrer comment les fourmis évoluent pour survivre au tremblement de terre dans la nature. Elles passeront à des catastrophes de plus en plus intéressantes. Comme vous pouvez probablement l'imaginer, les fourmis n'ont pas perdu de temps pour se mettre au travail. Les fourmis sont si minuscules que, si une seule d'entre elles ne pourrait pratiquement rien faire, dès qu'on en a 1000, les choses avancent à une vitesse folle. Les ouvrières se sont mises à ramasser des grains de sable le long de la vitre pour creuser chaque tunnel. C'est hyper intéressant de voir les images en accéléré de la construction de ces tunnels, car elles ont littéralement excavé toute cette quantité de sable en seulement 6 heures environ. Je me demande donc ce qui va arriver à ces tunnels quand j'allumerai cette machine à tremblement de terre. J'ai commencé par la régler sur la puissance la plus faible. Bon, ça tremble très doucement, mais mon objectif maintenant, c'est de m'assurer qu'aucune fourmi ne soit blessée dans cette vidéo. Je veux juste vous montrer à quel point elles sont incroyablement intelligentes et comment elles parviennent à surmonter toutes ces catastrophes dans la nature. Même cette très légère secousse a clairement été ressentie au sein de la colonie. Les ouvrières situées dans la partie supérieure ont immédiatement compris que quelque chose n'allait pas et elles se sont mises à courir dans tous les sens, comme vous pouvez le voir. Et quand on jette un coup d'œil sous le nid, on constate que ces fourmis agissent de la même manière. Lors d'un tremblement de terre, leur tunnel risque de s'effondrer. Elles faisaient donc toute preuve d'une extrême prudence. Il est très intéressant de noter que de nombreuses fourmis se rassemblent sur les parois pour renforcer la structure et éviter qu'elle ne s'effondre. Mais bien sûr, lorsqu'un tremblement de terre se produit dans la nature, une partie du nid est vouée à s'effondrer. Un peu de sable a commencé à s'effondrer ici, bloquant complètement ce tunnel. J'ai immédiatement arrêté la machine pour m'assurer que les fourmis ne soient pas trop stressées pendant qu'elles devaient se lancer dans une opération de sauvetage. Car comme vous pouvez le voir, alors que la plupart des fourmis ont réussi à se faufiler dehors, comme celle-ci, au moins une fourmi était partiellement coincée dans ce tunnel effondré. Mais étonnamment, on aurait dit qu'une des fourmis était déjà en train de ramasser du sable de la partie effondrée pour la dégager. Et ouais, littéralement en un clin d'œil, les fourmis ont déblayé tout le tunnel effondré au point de le rendre à nouveau parfaitement praticable. Et curieusement, certaines fourmis ont même commencé à s'y engouffrer et à creuser lentement l'endroit où le sable venait de s'effondrer pour y creuser un nouveau tunnel. Les fourmis viennent de provoquer cette catastrophe naturelle. Elles sont tellement intelligentes. Les catastrophes naturelles sont conçues pour devenir de plus en plus intéressantes au fur et à mesure que la vidéo avance. Alors la prochaine étape, c'est une tempête de sable. Et tout cela se déroulera dans l'enclos désertique séparé. Oui, il nous faut un bac séparé pour que je puisse faire tourbillonner le sable à toute vitesse et reproduire ainsi une véritable tempête de sable. En plus de sèche-cheveux, j'ai aussi tout un tas de ventilateurs qui se fixent aux parois et je peux les installer pour qu'ils repoussent constamment les fourmis. Pour que les fourmis puissent survivre à cette catastrophe, elles vont devoir s'agripper les unes aux autres ou trouver un moyen de repousser ce vent violent. Et si elles parviennent à atteindre ce canyon, à l'escalader et à rejoindre le Terra Green Leaf Bowl, elles recevront alors une tonne de graines, leur nourriture préférée. Bon, je vais juste raccrocher ce tuyau comme ça et les fourmis devraient commencer à arriver. C'est parti! Ouais, et ce tuyau est installé de telle sorte qu'une fois qu'une fourmi pénètre dans la zone sinistrée, elle ne peut plus en sortir. Ainsi, on verra progressivement de plus en plus de travail d'équipe. Au début, on voyait bien que ces premières fourmis pensaient qu'il s'agissait d'un désert normal alors qu'elles le traversaient, et j'ai commencé à souffler. D'un coup, les fourmis ont senti la pression du vent les repousser et se sont retrouvées incapables d'avancer. Certaines ont même perdu pied et ont été repoussées un peu en arrière. Et à mesure que d'autres fourmis pénétraient dans le désert, on voyait bien que la tempête de sable les maintenait toutes coincées sur le côté gauche de cet enclos. Ce petit ventilateur est génial pour reproduire une tempête de sable. C'est là que ça devient intéressant, car maintenant qu'elles savent qu'une tempête de sable se prépare, comment vont-elles trouver le moyen d'atteindre ces graines? Alors que la plupart des fourmis continuaient d'essayer d'avancer tout en se faisant repousser par le vent, il est intéressant de noter que beaucoup d'entre elles se rassemblaient dans cette zone arrière et que bon nombre d'entre elles commençaient même à grimper dessus. Vous voyez, le ventilateur ne repousse pas vraiment les fourmis si elles marchent sur les brindilles, car elles y ont une bien meilleure prise. Et effectivement, dès qu'elles descendent et se retrouvent à nouveau sur le sable, elles sont repoussées, mais les fourmis commençaient à comprendre qu'elles devaient rester sur les brindilles. Alors beaucoup ont commencé à se rassembler et à marcher vers la droite, là où se trouvaient toutes les graines.
cette fourmi s'était dangereusement rapprochée des graines en utilisant la technique du bâton. Et bon, elle a réussi à atteindre le petit canyon rocheux et était presque arrivée jusqu'aux graines. Cette fourmi qui grimpe en ce moment est une vraie bête. Je lui souffle dessus à pleine puissance avec ce ventilateur et elle est collée à ce rocher. Et dès que j'ai baissé ma garde pendant littéralement une seconde, cette petite a foncé vers les graines en courant littéralement droit vers elle. Elle a réussi à les atteindre. Elle avait l'air tellement contente d'avoir mis la main dessus. Yo, cette fourmi est dingue. J'ai même pas eu le temps de la repousser qu'elle avait déjà grimpé dans ce coin-là. Comme les fourmis avaient surmonté cette catastrophe, je les ai toutes rassemblées et remises dans la fourmilière. Et après, je leur ai donné la récompense sous forme de nourriture. Alors elles l'ont bien sûr emportée dans la fourmilière, mais les fourmis, cette catastrophe naturelle a été plutôt facile à surmonter. Et si on veut vraiment comprendre comment les fourmis survivent, eh ben, il faut passer à notre troisième catastrophe naturelle, une inondation. Et comme vous pouvez le voir, j'ai construit un autre bac sur mesure où on va simuler une inondation. Je sais qu'il n'y a pas encore d'eau, mais vous verrez à quelle vitesse ça va changer. Tout ce que vous devez savoir, c'est que si les fourmis parviennent jusqu'à cette boule de feuilles, elles seront à nouveau récompensées par des tonnes de graines supplémentaires. Ces fourmis n'ont aucune idée de ce qui les attend. Très vite, les fourmis ont commencé à s'y engouffrer. Mais avant même qu'elles aient le temps de prendre la mesure de leur environnement, j'ai déclenché ce déluge. Bon, pour déclencher notre fameux déluge, il faut d'abord que je vienne voir ce petit seau, le brancher et ça sortira par l'extrémité de ce tuyau. Ah ouais, de l'eau. Ah oui, de l'eau. Eh ben mince, ça coule, hein. Bon, je dois faire attention, hein. Oh, déplace ça par là, voilà, c'est bon. Tout comme dans la vraie vie, les inondations bloquent le passage des fourmis lorsqu'elles tentent de se déplacer, et c'est exactement ce que cette expérience reproduit. Les fourmis vont donc devoir trouver un moyen de franchir ces obstacles en utilisant les objets que je leur ai fournis. Comme vous pouvez le constater, les fourmis se sont tout de suite retrouvées un petit peu désorientées, ne sachant pas trop quoi faire. Beaucoup se sont rassemblés près du bord de l'eau pour essayer de comprendre ce qui venait de se passer. Certaines sont même tombées à l'eau. Mais ne t'inquiète pas, je sauverai toutes les fourmis qui tomberont dedans et je les ramènerai au point de départ pour qu'aucune ne se blesse. Beaucoup de fourmis se rassemblaient en fait autour des objets que j'avais placés par là. Et alors que je laissais ma caméra filmer, j'ai été extrêmement surpris par ce qui s'est passé. Sortie de nulle part, cette plume a commencé à bouger légèrement, et à mesure que je la regardais, elle s'est mise à remuer de plus en plus. Il devait y avoir une fourmi en dessous, et cette fourmi passait vraiment la plume de plus en plus près de l'eau, jusqu'à ce que, comme par magie, elle soit presque entièrement immergée. Et une fourmi en est sortie juste à ce moment-là. Je voudrais quand même qu'on prenne 2 secondes pour se rendre compte de l'intelligence de ces animaux. Celle-là, elle devait sûrement l'aider à la déplacer. Franchement, ces fourmis sont complètement dingues. Je sais pas quelle fourmi vient de poser cette plume dans l'eau, mais regardez ce qu'elles font. Ça a pris quelques minutes, mais finalement 2 ou 3 autres ouvrières ont commencé à monter sur la plume et à marcher dessus pour que, bien sûr, elles puissent rejoindre notre deuxième plateforme. Malheureusement, les fourmis ont refait exactement la même chose ici. Désolé les gars, je sais que vous l'avez déjà vu une fois, mais à ma grande surprise, les fourmis n'ont littéralement pas perdu une seconde pour commencer à se rassembler autour de ces plumes et juste en dessous. Et après quelques heures, mon appareil photo a fini par immortaliser exactement la même scène. La plume s'est lentement déplacée vers l'eau jusqu'à ce qu'elle forme presque un pont. Même technique, même succès, rien à dire. Allez les fourmis! Bon, je les ai un petit peu aidés en plaçant la plume sur cette plateforme, mais c'est surtout elles qui l'ont déplacée. Et ouais, il n'aura pas fallu longtemps avant que notre première ouvrière monte sur la dernière plateforme et grimpe dans le plat en forme de feuille pour récupérer ses graines. Bravo les fourmis, et voici votre récompense. Bon, les amis, si vous voulez de la nourriture encore meilleure, vous allez devoir venir à bout de la prochaine catastrophe naturelle, à savoir la tempête de neige. Et les gars, ça va se passer dans votre fourmilière. Préparez-vous. Parce que ouais, cette tempête de neige va se dérouler à l'intérieur de la fourmilière pour qu'on puisse étudier comment les fourmis supportent le froid dans la nature. Alors évidemment, je peux pas simplement aller déverser une tonne de neige dessus parce que ça les ferait tout simplement geler sur place. En fait, j'ai plutôt quelques glaçons que je vais ensuite mettre dans ce mixeur histoire de la broyer et d'avoir une matière qui soit un petit peu plus facile à manipuler. Et ce qu'on peut constater maintenant avec l'aide de mon super thermomètre laser, c'est qu'on a une température négative. J'ai commencé par saupoudrer une toute petite quantité de cette glace sur la fourmilière pour voir comment elle réagirait au début. Et curieusement, pas une seule fourmi ne s'en est souciée. Ouais, cette glace a simplement fondu complètement dans le sable. Et comme les fourmis n'étaient pas affectées par ça, j'ai décidé d'augmenter la qualité de la glace que j'ai mise. Ce qui devrait nous donner une bonne idée de la façon dont les fourmis gèrent le froid dans la nature. Et cette fois-ci, les fourmis semblent en fait un petit peu plus intéressées par la glace. Certaines d'entre elles allant même jusqu'à ramper dessus. Mais ce qui m'a le plus fasciné, c'est de constater à quel point les fourmis avaient commencé à ralentir leur mouvement depuis le début. Heureusement, toutes les fourmis se portent toujours très bien. Mais si on regarde un petit peu plus près, la plupart d'entre elles sont considérablement ralenties. Regardez à quel point certaines d'entre elles se déplacent lentement. Ouais, c'est l'une des capacités spéciales des fourmis. Car en hiver, quand il commence à neiger et que la température chute brutalement, les fourmis sont biologiquement programmées pour commencer à se déplacer plus lentement.
Comme ça, elles peuvent économiser autant d'énergie que possible et aller se cacher plus profondément sous terre. Ouais, dans la nature, elles creusent encore plus profond et toutes les fourmis se replient sous le nid. Comme je veux mettre aucune fourmi en danger, je vais retirer très délicatement tous les morceaux de glace pour que cet endroit revienne à la bonne température. Et une fois que le bac aura retrouvé sa température normale, je dirais que les fourmis sont désormais prêtes pour leur dernière catastrophe naturelle qui, cette fois-ci, prendra la forme d'un apocalypse zombie. Et je vais pas vous mentir, ça va probablement être le plus intéressant à regarder, car j'ai 3 types d'insectes différents qui, d'une certaine manière, vont représenter un apocalypse zombie. Alors j'espère que vous êtes prêts les gars. Notre première proie est, disons, des sauterelles zombies. Oui, ce sont des sauterelles vendues chez Petco qui sont littéralement à moitié décomposées et destinées à nourrir les animaux. Mais elles vont avoir droit à un petit traitement spécial. Je vais leur redonner vie et les placer devant les fourmis pour voir comment est-ce qu'elles réagissent. Et pour attirer encore plus les fourmis, je vais en tremper quelques-unes dans cette eau sucrée. Et voilà, ça va les rendre super appétissantes. Sans plus attendre, mettons-la là-dedans. Bon, dès que j'ai plongé ça dans le nid, j'ai commencé à le remuer avec beaucoup de précision pour donner l'impression qu'il était vivant. Et je crois que les fourmis ont mordu l'hameçon, parce qu'on voit bien qu'elles ont rapidement commencé à grimper partout dessus. Et si vous regardez de plus près, les fourmis s'agrippaient en fait à cette chose avec leurs mandibules incroyablement puissantes. Et après, elles y enfonçaient leur dard venimeuse, ce qui est pas super utile, étant donné que ces bestioles sont déjà mortes depuis longtemps. Mais j'imagine que je fais tellement bien semblant de la faire bouger qu'elle pense qu'en fait, c'est une vraie zombie. Ça peut être un vrai boulot, hein. Bon, vous vous en sortez très bien avec ça. Je vais vous laisser là-dessus pendant que je prépare mon deuxième insecte. Et voilà. Et ouais, elles se sont jetées littéralement sur cette sauterelle. Mais bon, voici notre deuxième. Ce sont des vers de cire, et c'est un aliment de base pour les fourmis, justement parce qu'ils sont très tendres. Mais bon, si on se met à la place d'une fourmi, j'imagine que moi non plus, je serais incapable de résister. Ils ont l'air vraiment bizarres, alors je les mets dans la catégorie apocalypse zombie de la vidéo. Allons-y, ajoutons-les. J'ai décidé de placer ce premier ver de cire juste là où toutes les fourmis se trouvent encore autour de cette sauterelle. Et bah, les fourmis elles ont presque instantanément reconnu leur proie et, chose incroyable, elles savaient exactement quoi faire. Elles ont emmené ce petit bonhomme tout droit dans le réseau de galeries où il n'avait aucune chance de se défendre. Oh mon dieu, ça a pris à peine 3 secondes et maintenant, ce ver a littéralement disparu. C'est sûrement dans le réseau de galeries. Bon sang, ces fourmis sont vraiment impressionnantes. J'ai donc lâché les 2 autres vers de cire à l'intérieur et une fois de plus, l'un d'eux a été immédiatement entraîné dans le réseau de galeries pour être dévoré, tandis que l'autre a commencé à être assailli. Et une fois qu'elles l'ont bien saisi, les fourmis l'ont littéralement transporté vers ses monticules à l'arrière, où le ver a finalement été entraîné dans l'un de ses trous sous la butte. Si vous l'aviez pas remarqué, les fourmis ont transformé ces monticules à l'arrière en une espèce d'espace supplémentaire pour créer d'autres tunnels à l'arrière. On peut carrément voir le ver au fond de ces galeries car les fourmis se nourrissent de lui pour faire le plein de protéines. Bravo les fourmis! Mais notre dernière source de nourriture pour l'apocalypse zombie, ce sont des mouches à fruits incapables de voler. Mais je vais en déverser tellement sur les fourmis que ça ressemblera à un vrai film d'apocalypse vu le nombre de zombies. Ce ne seront pas vraiment des zombies, mais ce sont des mouches à fruits incapables de voler. Et si tu savais pas déjà ce que c'est, eh ben c'est des mouches qui volent pas. Et ça me fait toujours marrer de dire ça dans les vidéos parce que franchement, comment peut-on être une mouche qui ne sait pas voler? Sérieusement, mec. Bon, bref, j'ai une centaine de ces mouches comme vous pouvez le voir, alors on va déverser cette invasion de zombies sur ces fourmis. Oh ouais! Bon, comme vous pouvez probablement l'imaginer, déverser autant de proies sur les fourmis réveille fortement leur instinct de prédateur, car instantanément, beaucoup d'entre elles ont commencé à devenir bien plus frénétiques. Elles se sont mises à courir dans tous les sens comme des folles pour essayer d'attraper ces petites mouches. Et franchement, c'est assez évident que les fourmis n'auront aucun mal à manger ces mouches vu qu'elles sont littéralement bien plus petites. Et très vite, j'ai commencé à remarquer que beaucoup de fourmis avaient ces petites mouches entre les mandibules. Ouais, je te parie que c'est un régal. Vous avez littéralement survécu à des inondations, des tremblements de terre et bien d'autres catastrophes encore. Je vais donc remettre ces petits bonhommes dans leur nid, mais avant ça, j'ai une super nouvelle pour ceux d'entre vous qui aiment la chaîne. Les peluches Terra Green sont de nouveau en stock les amis. Ouais, on les avait mises en vente il y a quelques mois, beaucoup d'entre vous n'avaient pas pu en acheter et m'avaient laissé des commentaires pour me demander de les remettre en stock. C'est ce qu'on a fait, et je sais pas combien de temps ces provisions vont tenir, alors si vous voulez vous en procurer, je vous conseille de le faire rapidement. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé, c'était une super vidéo sur les fourmis et honnêtement, on a beaucoup appris. À plus!